Bonjour tout le monde, bienvenue à notre deuxième webinaire. Donc, on vous présente, en fait, c'est les résultats d'une étude qui a été commencée en mars dernier. Puis c'est le deuxième webinaire qu'on fait d'une série de 3 ou 4. On est en train de voir si on va en faire un quatrième. Cette fois-ci, il est axé vraiment sur le plan territorial de gestion de crise. Ça a émergé comme un incontournable là, que l'Estrie pourrait se doter pour être plus résilient et plus proactif là, dans une réponse à une crise. Et vous allez voir, on va le décortiquer en différentes sections, puis vous allez pouvoir intervenir là, sur chacune de ces parties-là. Ben moi, mon nom, c'est Jessica Veillet, donc je travaille sur ce projet-là depuis mars-avril dernier et c'est porté par l'Observatoire estrien du développement des communautés grâce au soutien important de différents partenaires qui est l'Institut de première ligne en santé et services sociaux, la Fondation Lucie André Chagnon, la table des MRC de l'Estrie et Centraide Estrie. Donc, je vais faire une petite mise en contexte pour commencer. Le projet il vient d'où, puis c'était quoi nos objectifs, où est-ce qu'on en est rendu. Puis on va diviser en deux parties, puis on va avoir la contribution de deux personnes importantes pour ce webinaire-ci. Donc, la première partie, c'est dans les 4 éléments là, qui ont été mentionnés, quels éléments devraient faire partie d'un plan territorial de gestion de crise. Il y a la mise en place d'une cellule de crise et assurer l'accès et le partage d'informations. Ça, c'est les deux premiers. Puis, il va y avoir l'intervention de Kevin Bombardier, le coordonnateur de Valcourt 30. Alors, vous allez pouvoir voir des choses concrètes, là, comment ça été quoi les bons coups, les choses les plus difficiles aussi qui ont été, qui se sont déroulées là, pendant le début de la réponse à la COVID. Puis ensuite, la deuxième partie, ben on va penser plus aux personnes en situation de vulnérabilité. Alors, toujours dans le plan territorial de gestion de crise, comment s'organiser collectivement pour connaître les besoins des populations les plus à risque, puis aussi de prévoir une réponse officielle pour éviter qu'il y ait des trous de service, puis d'impliquer la population dans cette réponse-là. Puis avoir la contribution de Josée Bélanger, qui est coordonnatrice à l'ISDC. Alors, merci à vous deux pour votre implication. Et on va avoir aussi des périodes d'échange, donc à différents moments, vous allez pouvoir intervenir pour poser des questions, bonifier, alimenter aussi là, les échanges qui vont vous donner des exemples aussi de votre côté. L'objectif du webinaire aujourd'hui, c'est donc de présenter des pistes d'action qui ont été proposées par les participants de l'étude, puis de vous entendre aussi donc pour pouvoir bonifier cet outil-là, qui ultimement, ça va devenir un outil de suggestion de comment les communautés peuvent prévenir, d'avoir leur gestion territoriale de crise, donc pas seulement par organisation, mais vraiment de façon collective, avoir donc des échanges, des réflexions. Puis tout ça, ça permet aussi de se positionner par rapport au rétablissement, parce que là, on parle de cellules de crise, mais éventuellement, c'est ces mêmes organisations-là qui sont en train de planifier, de mettre en place des choses pour le rétablissement, parce il va y avoir une sortie de crise et on veut la créer, la mettre en place là, plus tôt que tard, évidemment. Je vais faire un petit retour sur une introduction donc, sur le projet, là, ceux qui sont nouveaux pour entendre parler de l'étude, et un bref retour sur le webinaire qui a eu lieu il y a un mois. Donc, l'étude de cas, le principe, ça a été vraiment l'été dernier de pouvoir avoir un portrait de la réponse à la COVID, la réponse intersectorielle. Donc, comment les organisations, les groupes, les regroupements ont réagi, ça a été quoi les bons coups, les enjeux qui ont été plus difficiles pour pouvoir sortir des apprentissages. Donc, il y a eu des apprentissages qui étaient aussi en lien avec la résilience collective, parce que rapidement, on s'est dit, on voudrait comprendre comment apprendre de cette crise-là, puis devenir plus résilient collectivement, dans le sens qu'il pourrait éventuellement avoir d'autres crises, que ce soit des aléas climatiques ou d'autres pandémies. Donc, de pouvoir vraiment évoluer là, dans la capacité de répondre ensemble à des enjeux complexes et collectifs. Il y a un autre objectif qui se met en place tranquillement. Je l'ai mis en italique, soutenir la résilience collective. En fait, il y a vraiment un mouvement ou des initiatives là, qui s'arriment, qui émergent de plus en plus là, entre les participants qui ont, entre autres, qui étaient là depuis le début de l'étude, là, qui ont une meilleure compréhension, ils ont eu une capacité de prendre du recul puis de voir qu'est-ce qui s'était passé. Mais il y a cette résilience-là qui est en train de vraiment de prendre plus de place. L'OADC est là pour soutenir entre guillemets.
Alors, dans l'étude de cas, les différents volets, le volet 1, ça a été donc de faire cette analyse-là avec 70 intervenants, 70 personnes. On leur demandait donc comment c'était quoi la réponse, comment ça s'est organisé. Et on a fait des portraits. On en a fait un par territoire de MRC pour dresser un état de situation, aussi des facteurs de résilience qui étaient en place, les vulnérabilités, les bons coups, les défis. Et on en a fait un portrait aussi à l'échelle de l'Estrie. Et vous avez le lien en bas, là, c'est le pdf.oedc.qc.ca régional. Mais ça, c'est le portrait qu'on dit préliminaire parce qu'on l'a soumis à la discussion avec un ensemble d'acteurs au mois de novembre. Puis, on est en train de le finaliser, là, une version officielle, mais vous avez déjà accès là, à ce document-là, qui a beaucoup d'informations sur les enjeux, les pistes de solutions. Et maintenant, on est en train, au volet 3, on est en train de faire un recueil de bonnes pratiques pour aller documenter plus en détail les bons coups, qu'est-ce qui permet d'avoir une meilleure résilience. Donc, avec l'étude, on a un portrait général, puis on est en train de travailler sur un recueil de bonnes pratiques qui devrait sortir au printemps, début de l'été. Puis on est dans le volet 4 présentement où est-ce qu'on fait plus un transfert de connaissances, un partage aussi de compétences avec les différents acteurs. Alors voilà, ça c'était pour les grandes étapes de l'étude. Puis là, pour commencer, il faut parler de la résilience. Bien, c'est quoi la résilience collective? Parce qu'il y a la résilience individuelle, organisationnelle et collective. Alors, on est vraiment dans la capacité de la communauté de pouvoir vivre, fonctionner, continuer à se développer et à s'épanouir après une catastrophe. Puis, on pense aussi à construire en mieux. C'est pas juste de rester efficace, efficient, mais d'améliorer aussi. La résilience, ça permet aussi de pouvoir s'améliorer suite à une crise. Pour réaliser le projet, on s'est basé, on travaillait avec l'Université de Sherbrooke, puis on est allé selon la littérature, c'est quoi la résilience collective? Il y en a on dit les facteurs ou les dimensions, il y en a des dizaines, puis on en a sélectionné les principaux qu'on trouvait les plus utiles pour les acteurs en Estrie. Alors, vous avez la liste, je ne vous les lirai pas tous, mais c'est autour de ces thèmes-là qu'on posait des questions pour les entrevues, puis qu'on continue de se questionner à travers aussi les échanges qu'on va avoir durant les webinaires. Il y a une formation aussi qui s'en vient. Donc, ça tourne autour de ces éléments-là. Ça, c'est en ayant, par exemple, une capacité de se réseauter, c'est certain qu'on va améliorer la résilience. Donc, c'est ce qui permet d'avoir d'une meilleure résilience territoriale. Et le webinaire 1, donc v'là un mois, ce qu'on présentait, on s'était concentré sur les 4 premiers facteurs de résilience qui sont le réseautage, collaboration, coopération, le leadership et le pouvoir d'agir local, tout ce qui est entre la sensibilisation, la communication, les apprentissages était un volet, puis l'équité, l'inclusion. Donc, on a pris ces 4 facteurs-là, puis on a discuté des enjeux qui avaient été nommés pendant la réponse à la COVID, puis aussi plusieurs solutions qui ont été nommées. Et aussi, dans le webinaire 1, on a regardé les différents types d'acteurs là, qui ont joué un rôle de pivot ou à différents niveaux là, dans la réponse. Donc, vous avez la liste aussi. Puis, dans le webinaire, on présente les réflexes ou les initiatives qui étaient vraiment typées là, par type d'organisation. Par exemple, les tables de concertation qui étaient capables de faciliter la connaissance du terrain, d'avoir les yeux sur le terrain, par exemple, le rôle des municipalités, les MRC pour le contact avec les citoyens. Donc, c'est détaillé. Alors, maintenant, on va s'attarder à un plan territorial de gestion de crise. C'est ça qui a été mentionné comme un des éléments d'intérêt par les acteurs, par les répondants. On a compris qu'il pouvait y avoir 5 grands éléments dans un plan territorial de gestion de crise, donc pas juste au niveau de l'organisation, mais vraiment au niveau collectif. Cellule de crise que ce soit prévu, qu'il puisse avoir cette mise en place-là facile lors d'une crise. Le partage et l'accès de l'information, ça a été nommé comme un enjeu qui s'était passé. Être capable de connaître les besoins des personnes les plus vulnérables parce que les besoins changent dans un contexte de crise. Puis si on n'a pas accès, par exemple à cause du confinement, mais comment on peut quand même connaître les besoins.
avoir une réponse officielle pour les populations les plus à risque parce que il y a eu des bris de service. Donc, de s'assurer de pouvoir prévenir ça et de pouvoir impliquer la population. Alors, ça, la c'est ces 2 éléments-là. Puis, on va le diviser en 2 sections pour la présentation aujourd'hui. Donc, on va s'attarder juste en première partie, prévoir la mise en place d'une cellule de crise, puis assurer, l'accès et le partage d'informations. Puis moi, je veux, vous mentionner quelques petits points d'information que je me suis notés ici. Parce qu'en fait, c'est pas toutes les cellules, c'est pas tous les territoires qui ont eu une cellule de crise. Il y en a, qui en a eu une plus tard, puis il y en a qui ont été, de façon plus micro. Donc on vous le présente là, de manière générale, les bonnes pratiques qui ont été observées, sur le territoire. Puis il y a pas une occasion de pouvoir documenter parce que ça se passait rapidement. Donc, l'étude permet de pouvoir faire ressortir, d'avoir un regard là-dessus. Et on pense aussi, bien, présentement, est-ce que c'est les mêmes regroupements qui s'intéressent au rétablissement? Ça peut être une bonne idée. Il y en a plusieurs qui sont en train de se transformer de cellules de crise en rétablissement, mais c'est les mêmes acteurs. Puis là, on va rentrer dans le détail. Kevin va nous présenter des exemples de comment ça s'est passé dans l'œil de la crise. Et après ça, moi, je vais vous présenter les conditions gagnantes là, pour avoir une cellule de crise qui s'organise de façon plus fluide, si on peut dire. Alors, voilà, Kevin, je te donne la Je vais, parole. ouais, OK, super. Mais bonjour tout le monde. Donc, c'est à moi qui est revenu l'honneur de partager un des exemples de cellules de crise. Puis, en fait, c'est qu'en discussion avec le petit groupe de travail, là, avant de préparer la séance d'aujourd'hui, on faisait des échanges pour savoir de quelle façon on avait vécu ça, chacun de notre côté. Moi, évidemment, c'est une cellule qui est un peu plus micro, là, en étant du côté plus de la région de Valcourt. Mais c'est ça, c'est qu'on a vécu la première vague, je pense que ça a été un petit peu ça pour tout le monde, pris au dépourvu. C'est-à-dire que là, il y a une situation de crise qui survient. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les besoins? Ben, tout le monde veut se rendre utile. On va dire ça comme ça. Là. Tous les organismes communautaires se disent, ben, OK, je veux tirer mon épingle du jeu, je veux pas que ma clientèle se sente que mes usagers se sentent délaissés. Donc, qu'est-ce que je peux faire de ce côté-là? Donc, du côté de la première vague, ce qui a bien été, en fait, c'est que il y avait on faisait beaucoup d'activités d'intégration des nouveaux arrivants. Et là, il y avait un besoin de support de ce côté-là et ça donnait bien parce que j'avais déjà des liens avec ce groupe-là. Fait que ça a été de continuer un peu les ateliers de culture québécoise 101, qu'on appelait l'expression québécoise, culture québécoise et tout ça, dans la bonne humeur pour garder le moral des gens, évidemment, mais à un moment donné, il y en a qui se sont fait dire, ben, ça se peut que ton contrat chez BRP soit jamais renouvelé parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Dans ce temps-là, on se disait, au BRP, ça va fesser fort, côté négatif, puis finalement, la pandémie a fessé fort, côté positif, parce que là, les gens achètent beaucoup de produits. Donc, quand ils ont eu cette mauvaise nouvelle-là, c'est une crise à l'intérieur d'une crise. On a dit, ben, parfait, invitons des intervenants à venir faire des ateliers sur la recherche d'emploi, les attitudes gagnantes en milieu de travail, la communication interculturelle en milieu de travail. Donc, on s'est débrouillé comme ça. Par contre, je vous avoue que si je n'avais pas eu l'accès avec ces gens-là, ça aurait probablement été difficile de leur partager l'information ou d'avoir une prise pour les faire participer au projet. Et on se disait là, dans le comité de travail que la communication s'est faite où le travail s'est fait parfois en silos verticaux, mais parfois horizontaux aussi. On se disait, ben, OK, au communautaire, on va dire qu'on est en bas. Là, au niveau des municipalités, il y a de l'info qui se passe, mais est-ce que ça descend en bas? Au niveau de la MRC, est-ce que ça descend aux municipalités? Est-ce que ça descend aux communautaires? Et au niveau de la santé publique, donc on voyait des strates comme ça, puis ça avait été peut-être plus difficile au début de la pandémie parce qu'on était tous dans une situation inconnue, on va dire ça comme ça. Et
je dirais la cellule de crise qui a été la plus efficace, malgré le fait qu'il y avait des petits ratés, évidemment, ça a été durant l'été. Une fois qu'on a été un peu plus en selle, chacun dans nos postes respectifs, il y a eu un appel de projet. Puis là, je suis content parce que Marie-Ève est là aujourd'hui, mais il y a eu les fonds Centraide qui ont été déployés et les organismes du Val-Saint-François côté jeunesse, principalement, puis je vois que David aussi là, est dans le chat, David Talbot, qui faisait partie du comité. On s'est dit, ben, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour réactiver les jeunes? Il y a une opportunité qui est là. Donc là, il y a une autre petite cellule de gestion de crise qui est un peu plus du côté de la réactivation des jeunes. C'est consulté en urgence parce que l'appel de projet était très, très, très rapide. Puis je vois Marie-Ève qui fait comme oh oui. Donc, ça a été de dire, OK, comment on peut utiliser chacun nos expertises pour mettre en place une série d'activités qui va respecter les normes sanitaire qui va attirer les jeunes et qui va leur procurer une belle expérience tout en étant sécuritaire. Donc, l'idée a été de déployer un projet qui s'appelle Déconfine-toi, laisse ta marque, un mélange d'activités sportives, culturelles, sociales qui intégrait beaucoup les nouveaux arrivants et le but, c'était de dire, ben, au final, à la fin de l'été, on a le journal de déconfinement des jeunes qui est représenté à travers un vidéoclip où les jeunes vont avoir composé la chanson là, à Valcourt au studio B12 dans le cadre d'une journée de création musicale. Ça va être des jeunes qui vont avoir filmé avec le matériel qu'on va avoir acheté. Donc ça a été une belle réussite parce que ça a été un travail collectif d'une petite cellule de crise, justement. Par contre, une fois que tout ça a été passé, on se disait, bon, ben c'est cool, on se disait, les organismes communautaires, c'est le fun, on a fait bien des belles initiatives, on était actifs, tout ça, mais avec un peu de recul, on se disait, est-ce que dans cette gestion de crise-là, on a vraiment été efficace? C'est-à-dire qu'on a tellement voulu tout faire pour aider tout le monde qu'après ça, on s'est retrouvé tout le monde brûlé en disant, me semble que les énergies n'étaient peut-être pas concentrées toujours aux bons endroits parce que tel partenaire a fait un truc semblable. On aurait pu travailler avec lui. Donc, le partage d'informations, là, parfois avait été déficient. Et on se disait, quand on a pondu le projet rapidement, on se disait, OK, les ados vont aimer faire tel projet. Des murales sur l'asphalte, ils vont aimer ça. Puis, on se rend compte que finalement, des fois, on avait plutôt l'air d'une gang d'adultes qui voulaient montrer aux jeunes, hey, on va vous montrer qu'on est cool, on sait ce qui est cool. Puis finalement, il y a des fois où on a manqué notre shot un peu. Donc, d'avoir, si on avait eu le temps d'aller chercher l'information pour dire qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce qu'on peut vous organiser pendant l'été pour vous désennuyer, tout ça, probablement qu'on aurait ratissé plus large au niveau du nombre de jeunes, mais ça a quand même été un bon succès, là. Mais c'est là qu'on a pris, je pense, chacun de notre côté dans les organismes, conscience de c'est beau vouloir en faire beaucoup, mais il faut être efficace dans le déploiement de nos activités pour ne pas dépenser d'énergie. Et ben là, on s'en rend compte, là, la deuxième vague, puis c'était le constat, je pense, qu'on a fait dans le comité de travail. On commence à avoir la langue à terre. Là. De dire, on a beau se donner, là, mais il y a une concertation nécessaire pour être efficace dans les démarches qu'on va faire et dans les solutions proposées. Donc, c'était un petit peu ça l'exemple que je voulais partager avec vous. Là, il y en a plusieurs autres, mais c'est un exemple concret là, que je pouvais vous partager. Et Marie-Ève fait dire, tu t'es rendu compte que tu étais vieux. Mais je suis jeune de cœur, tu sauras. Mais non, on a eu beaucoup de fun. Puis ça revient tout le temps, de toute façon, cette idée-là de si on veut que les jeunes s'impliquent, il faut que ce soit des activités qui les concernent. Il faut qu'ils se sentent impliqués dans le processus. Et il y a un noyau qui est dur, là, qui a participé à pratiquement toutes les activités. Il y en a d'autres que ben, ils n'ont jamais eu l'information ou ça les concerne un petit peu moins parce qu'ils n'avaient pas nécessairement compris le concept de l'activité. Fait qu'il y a plusieurs enjeux de ce côté-là, mais au final, ça a été une belle réussite, puis probablement que ça va mettre la table pour dire qu'à chaque été, il va y avoir une programmation semblable à ça, parce que ça a mis de l'avant les ressources locales, les infrastructures locales aussi. Ça a permis aux jeunes de prendre leur place et de se réactiver, mais malheureusement, ben, là, on est retombé en deuxième confinement.
Et là, les activités virtuelles dans une cellule de crise, ben, les jeunes sont plutôt tannés. Fait que le bon côté de ce projet-là, c'est que c'était en présentiel, mais là, il va falloir voir comment on va continuer à maintenir le moral et l'intérêt des jeunes pour les activités. C'était un exemple de petite cellule de crise. Non officiellement, on n'a jamais considéré ça comme une cellule de crise proprement dite, là, mais ça a été une réaction rapide à un contexte favorable pour déployer une activité. Merci Kevin pour cet exemple-là. Donc, en même temps, tu as eu l'occasion de parler de comment ça s'est mis en place naturellement, puis aussi un peu les défis ou les choses qui étaient moins efficaces, là, parce qu'on essayait de tout faire en même temps, puis que c'était pas nécessairement concerté aussi entre les différents groupes là, qui s'organisaient de cellules. Fait que merci, ça donne des Ben, bons ça fait exemples. plaisir. Ben, y avait-tu une période de questions ou échange parce que si jamais il y a des gens qui ont des questions, je serai disponible pour y répondre. Fait que ça serait le temps si vous voulez réagir ou mieux comprendre, mieux connaître ce qui s'est passé ou faire du pouce puis faire un lien avec la cellule de crise que vous avez vécue dans votre territoire. Parce que je dois ajouter aussi que du côté de Valcourt 2030, la plupart des projets, c'est avec des clientèles qui ne sont pas nécessairement en situation d'exclusion ou en contexte défavorable. Ça, c'est quelque chose qui est très, très différent. Je ne suis pas dans le même contexte que David à l'OMH ou que le Centre d'action bénévole avec l'aide alimentaire et tout ça. Fait que j'avoue que j'avais un beau jeu, puis la situation de crise, je l'ai peut-être ressenti moins, mais probablement qu'à travers vos organisations, il y a des éléments qui s'entrecoupent au niveau de la réaction vis-à-vis cet imprévu-là. Donc, si Là, vous avez des questions dans le chat ou sinon, vous pouvez prendre parole et commenter. ben, il y avait Stéphanie qui mentionnait peut-être moins évident d'établir rapidement une concertation efficace en situation de crise, exemple auprès des jeunes. Ben, effectivement, ça a été le cas de ce côté-là. C'est pour ça que je disais qu'on s'est fié un peu à ce qu'on pensait être cool. Puis même, je vous annonce que si pour vous, Facebook est un moyen de rejoindre les jeunes en 2021, là, vous êtes dans le champ pas à peu près. Là. On l'a su tantôt, nous autres, là, parce que ça a l'air que quand les grands-parents sont rendus sur une plateforme, c'est le temps de passer à autre chose. Il doit y avoir quelque chose de plus récent. Là. Fait que ça a été un des éléments. Je pense qu'on a accouché du projet, puis 2 semaines après, les activités commençaient. Là. Fait qu'on s'entend que ça a été... on organise une activité, on la finit, puis on finalise l'autre qui arrive dans 3-4 jours. Là. Fait que oui, effectivement, Stéphanie, c'est moins évident. Quoi de mieux que Facebook? Ben, Instagram, semble-t-il, que pour les jeunes, c'est bien et TikTok prend de plus en plus de place. Il y a le directeur de l'école, le high school de Richmond, qui a dit tout à l'heure aux autres, communication Facebook égale aux parents, communication Instagram égale les élèves. Fait que ouais, j'ai pris un coup de vieux avec cette info sur Facebook. Ben, je m'excuse. On est tous dans le même bateau ici. Mais je seconde en tant que fille de com les jeunes ouais, moins de 25. En fait, même moins de 30 ans, c'est pas tant Facebook. Non, ben tu sais, un des trucs, là, c'est Stéphanie qui mentionnait ça, le meilleur truc pour nous, ça a été de passer par les parents. Tu sais, c'est niaiseux de même, parce que les parents faisaient comme « Ah, ça a l'air cool, tu devrais y aller. Ah non, ça a l'air plate. Ben, on va y aller ensemble. Ah, OK. » Puis finalement, une fois rendu, je trouve ça bien cool. Là. Fait que ça a été intéressant. Puis, la variété des activités, je pense que ça a été un point fort, parce qu'au départ, on s'en allait vers seulement des activités sportives. Marie-Ève, tu te souviens, le camp Wix, c'était beaucoup des activités extérieures, puis l'idée était de ramener quelque chose de semblable à ça, sauf que j'avais apporté le point de, dans la discussion, on disait, ben oui, le sport, c'est cool, mais là, présentement, on peut jouer au golf puis jouer au tennis. C'était pas mal ça. Et puis, on ne savait pas, là, pendant l'été, est-ce que ça allait, la deuxième vague allait arriver en juillet, puis que là, toutes les activités sportives allaient être arrêtées. Donc, on s'est dit, ben mélangeons un petit peu art, sport, tout ça. Allons chercher un petit peu de tout pour plaire à tout le monde. Puis ça, je pense que ça a été un bon coup de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Fait que oui, mais passer par les parents, pour vrai, là, il n'y a rien qui a l'air cool pour un ado
À moins que tu aies vraiment le filon parfait, là, puis que tu l'accroches directement, là, mais c'est tough. Puis je pense que les ados aussi étaient dans une passe, je ne dis pas ça méchamment, là, mais ils étaient peut-être dans une passe aussi où ils étaient tannés d'un petit peu tout. Là. Ça n'a pas été facile pour eux. Fait que c'est ça, comme José a mentionné, le bon médium, différentes clientèles, oui, ça a été surtout dans le très, très court délai qu'on a eu, là, je t'avoue qu'on a été content, très satisfait même de l'achalandage, mais il y a des activités où il y aurait pu avoir plus de monde, ça aurait été le fun aussi. Mais on se disait, s'il y a moins de monde, au moins ceux qui sont là en profitent, puis il y a peut-être moins de risques de, une petite contagion au COVID parce qu'on était à 50 au lieu de 12, mettons, là, on l'aurait trouvé moins drôle, probablement. C'était ça les petits trucs, là, bien cibler les médiums utilisés, effectivement. Merci. On a une question aussi, Nathalie. Est-ce que les maisons des jeunes étaient impliquées? Est-ce qu'ils ont contribué? Oui, dans les partenaires impliqués, Maison des jeunes du côté de Valcourt, Carrefour Jeunesse Emploi, Val-Famille a été impliqué, David avec l'OMH. J'oublie-tu des gens, David? C'est pas mal ça, hein? Ouais, exact. Oui. Tu as pas mal nommé tout le monde, je pense. Carrefour Jeunesse Emploi, tu l'as nommé, les maisons des jeunes, autant de Windsor que Valcourt. Oui, tu as raison, tu as raison. Puis Maison de la famille de Windsor. C'est vrai, oui, tu as raison. Fait que pour faire un petit topo des activités, là, David a organisé à Windsor une journée démo de skate, en fait, là, au nouveau skatepark. Il y a une activité kayak à Richemont, une journée murale et mandala sur l'asphalte au centre culturel, une journée création musicale au studio B12, une journée multisport à saveur interculturelle avec les ados, les nouveaux arrivants, donc soccer, spikeball, baignade, une journée sortie à vélo au marché Locavard. Là, on a vraiment été chercher la clientèle des Philippins, qu'eux autres, le vélo, là, ils capotent là-dessus. Puis c'était tout le temps, là, mettons, le vélo, puis la journée multisport, on va dire 15 jeunes, 15 nouveaux arrivants, mettons. Fait que c'était quand même bien. David, tu avais une activité de jardinage aussi que tu avais proposée. La Maison des jeunes a fait du tie-dye. Donc, les jeunes se font des T-shirts et des bijoux. La journée, la finale, on avait le dévoilement du vidéoclip avec un souper pour les jeunes qui avaient participé. Si vous voulez voir là, sur Valcourt 2030, le projet est là. Vous avez le vidéoclip aussi. Ce qui est bien, c'était dans un studio professionnel avec un artiste qui s'appelle Bougat, qui était, lui, il a tourné un petit peu partout à travers le monde. Il était au Festival des traditions du monde l'été qui vient de passer, puis il habite pas loin, fait qu'il a eu envie de participer à ça. Mais disons, David, ça a été un comité très actif sur plusieurs midis à travers bien des tâches, parce que tout ça, on l'ajoutait par-dessus nos tâches du quotidien, on va dire ça comme ça. Là. Mais ouais, à travers les vacances aussi, ça fait une gestion de crise en tant que telle. Là. Quand il y a des gens qui partent en vacances, puis qui doivent organiser une activité, puis tu essaies de passer l'information aux jeunes, puis tu sais, je sais pas, c'est pas mon activité, parce que chacun avait son petit bloc à organiser. Mettons, David avait l'activité skate avec le CGE, moi, c'est l'activité murale. Donc, ça a été une force de travailler, là, de sortir des silos, justement. Là, ça a été vraiment une belle réussite parce que sinon, on n'aurait pas pu passer à travers, probablement. Là, en tout cas, on n'aurait pas pu proposer autant de trucs. Donc, c'est ça. De ce que je comprends aussi, vous avez réussi à mobiliser vraiment différents partenaires, puis que chacun avait son volet, son morceau, puis que dans un ensemble, ça faisait beaucoup de projets pour les jeunes. Pour le permettre de continuer. Oui, c'est ça. Puis un des très, très bons coups de ce côté-là, ça a été en fait que dans les sommes disponibles, on a pu acheter du matériel pour les jeunes qui va rester par la suite. Donc, pour faire le montage vidéo, ça a été d'acheter des portables puis une GoPro. On a reproduit aussi des trousses d'animation qui contiennent en fait pas mal tout le matériel nécessaire pour refaire les activités proposées. À part un kayak, là. Non, mais ça ne rentrait pas dans la trousse, là, mais tout ce qui était volet artistique, de la gouache, des trucs pour faire des tie-dye, des petits bijoux, des choses comme ça. Fait que chaque pôle se retrouve maintenant avec un portable qui est, je pense, à chaque maison des jeunes. Donc, ça peut aussi servir à faire des devoirs. Puis ça a été dans notre réflexion au début. On se disait, des tablettes, ça va être cool, les jeunes vont pas prendre des photos, tout ça. Puis on se disait, ouais, mais de un, les tablettes,
gestion de crise cet été, essayer de trouver une tablette, c'est une gestion de crise en soi parce qu'il n'y avait plus rien. Et on s'est dit, ouais, mais tu sais, une tablette, c'est plus une gosse, une rebelle que les jeunes vont prendre, mais après ça, bon, tu sais, ça finit comme ça. Mais on se disait, le portable, si les jeunes ont à faire des activités en Zoom ou des devoirs à la maison des jeunes, bien, ce portable-là va être accessible. Fait que ça a été dans notre réflexion. Puis, tout ça, je le dis à Marie-Ève qui était au courant, mais les fonds Centraide, pour vrai, ça a été vraiment, vraiment un très beau cadeau qu'on a eu pour organiser tout ça. Parce que même si on avait voulu le faire, si on n'avait pas les sous, on aurait fait comme ouais, on va filmer avec nos selles, puis ça va être tel que tel, mais là, ça fait un bel été pour les jeunes. Journée de tie-dye, je pourrais t'envoyer l'information, Aline, si tu veux. Moi, c'était avec une artiste qui s'appelle Régine Newman, qui était venue en résidence l'été d'avant à Valcourt, au Fab Lab du musée, pour faire une œuvre collective. Donc, quand on a eu ça, moi, je lui ai fait signe. Elle s'est proposée et elle a invité avec elle 3 étudiantes maîtrise en art-thérapie qui sont venus donner un petit coup de main parce que c'était ça, c'est à travers les œuvres. C'est pas juste on fait des beaux dessins, c'est exprime ce que tu as vécu pendant ton confinement puis comment tu te sens, tout ça. Fait que ça a été un bel ajout pour vrai, là. Je vous dirais, si jamais vous avez quelque chose dans ce style-là, nous, un des points qui nous a pénalisés, c'était les inscriptions. Parce qu'il y avait beaucoup d'activités qu'on ne pouvait pas faire, on va dire, là, sur le fly. Dans le sens que si tu veux venir faire du kayak, il faut qu'on connaisse le nombre de personnes, il faut que tu t'inscrives et tout et tout. Mais il y a pour certaines activités, puis je pense que c'était dans le but d'avoir l'autorisation des parents, puis les statistiques par la suite. Mais exemple, une journée de soccer ou la journée de tie-dye, on aurait pu juste dire, venez, on ne veut pas nécessairement savoir vous êtes qui, là. On veut vous connaître, oui, là, mais pas besoin de remplir un formulaire. Vous venez si ça vous tente, prenez un pinceau, vous dessinez, vous avez terminé, vous partez. Puis ça a été le cas, ça a été un bon coup. Justement, le tie-dye, il y a des jeunes qui sortaient de la bibliothèque qui disaient, ça a l'air le fun, on peut-tu participer? Oui, avec plaisir, prenez votre place. Et le skate a beaucoup pogné en raison de ça, c'est-à-dire que les gens pouvaient juste voir, hey, il y a une activité, c'est cool, on va là, on se divertit, on repart après. Donc, d'avoir un processus léger pour les inscriptions, ça nous aurait sûrement aidé aussi, mais ça fait partie d'être pris les culottes baissées un peu dans le sens où il fallait se dépêcher pour pondre quelque chose. Fait que ça, c'est un truc que je vous partage là. Faut que ce soit léger, il faut que ce soit simple. Puis nous, on était comme à cheval entre les deux. Fait que ça a peut-être été moins efficace. Merci beaucoup. Fait que je vais pouvoir faire des liens avec les constats qu'on a eus dans l'étude sur l'organisation d'une cellule de crise avec ce que Kevin vient de nous partager. Fait que, merci encore. Puis, si vous Ça avez fait plaisir. Alors, donc, je retourne là, ça, on fait quelque chose, là, on se fait un zoom out un petit peu plus macro pour, en fait, dans un plan territorial, disons que c'est prévu d'avance, qui va avoir une cellule de crise éventuellement dans le cas d'une crise, comme je disais, comme une inondation, par exemple, ou une autre pandémie. Le fait d'avoir cette cellule-là qui va se mettre en place, bien, ça permet qu'il y ait c'est légitime, donc le groupe, il peut s'organiser plus rapidement et ses actions vont être plus reconnues par les groupes sur le territoire. Ça permet évidemment qu'il y ait un échange d'informations là, et d'actions qui soient concertées pour, comme le projet que vient de parler Kevin, ça a été grâce à différents échanges sur c'est quoi les besoins, comment qu'on peut faire. Donc, ça permet de savoir qui fait quoi aussi et ça donne des solutions concrètes. Puis pour planifier ça, donc on le prépare avant l'arrivée d'une crise, que les liens soient faits en amont. Donc déjà de planifier, d'avoir des contacts avec les municipalités, la MRC, les organismes communautaires, le développement économique, de déjà créer les liens en amont, de savoir qui on va avoir besoin de façon globale. Et de voir cette cartographie, puis de se dire, bien, on peut réviser à chaque année, est-ce qu'on a les bons contacts pour avoir les bons courriels, les bons numéros de téléphone, de pouvoir rejoindre les gens rapidement. Et on a parlé aussi d'avoir éventuellement une structure à 2 niveaux, donc plus macro, bon, ben, c'est quoi les enjeux, c'est quoi les besoins, c'est quoi nos ressources, puis un autre niveau qui est plus opérationnel sur le terrain, qui pose des actions, qui va informer, qui va faire
comme par exemple à Sherbrooke, eux, leurs cellules de crise avaient vraiment, il y avait des sous-comités, un sous-comité communication, un sous-comité détresse sociale, qui allait vraiment viser sur des enjeux précis qui étaient plus opérationnels. Donc, c'est simple, mais il y a quand même 2 niveaux et de s'assurer que plusieurs secteurs soient autour de la table, que les gens soient informés que ça existe, puis qu'on est intersectoriel pour avoir une vue d'ensemble de ce qui se passe sur le terrain, puis c'est quoi les besoins. Fait que ça. Puis quand ça c'est dans la prévention, dans la création d'un plan. Quand la cellule de crise se met en place, bien qu'il y ait un lien des agents de liaison entre les différentes cellules ou les différents sous-comités, parce qu'il y en avait sur certains territoires, il y avait une cellule de développement économique, puis une cellule de la ville, par exemple. Puis à un moment donné, à la deuxième vague, il y avait un lien officiel qui se créait entre ces cellules-là, mais au début, il n'y en avait pas. La coordination, ça peut aider qui se fait par 2, 3 organismes, qui se rencontrent plus souvent que la cellule de crise, que ça soit dans certains cas, c'est 3 fois par semaine que les co-coordinations, ils se rencontraient pour faire des résumés. OK, c'est ça qui s'est passé, maintenant, il faudrait qu'il y ait une action, comment ça se passe, qu'est-ce qui émerge. Fait qu'ils se rencontraient plus souvent que la cellule de crise. C'était porté par différents organismes. S'assurer que l'information, elle est accessible ensuite aux partenaires qui ne sont pas nécessairement tous autour de la table. Donc, les comptes rendus, est-ce que sont diffusés? Quelles initiatives sont mises en place? C'est quoi les décisions qui sont prises pour informer les gens? Dans le cas d'une crise aussi, ce qui revenait souvent, c'est que finalement, des fois, on ne sait pas qui fait quoi. Donc, de s'assurer que ça soit clair, qui prend le leadership sur telle action, parce que c'était quelque chose qui est revenu souvent comme il y a une urgence, alors là, la concentration est moins présente. Fait que là, il y avait des discussions un peu mouvementées, puis ensuite, on ne savait pas qui était légitimé de faire quoi. Donc, que ça soit clarifié en cours de processus. Ça, c'est revenu souvent dans le temps de l'étude, que même si on est en urgence, être capable de prendre un pas de recul pour dire, OK, là, ça, moi, je prends le lead pour éviter que des choses tombent entre 2 chaises ou qu'il y ait des doublons, comme il y a eu. Puis que les fonds d'urgence soient accessibles aussi. Puis en fait, ce qui était observé, c'est qu'en passant par les cellules de crise, c'est que ça aide vraiment les actions qui sont concertées. Les besoins, ils sont compris de façon collective, puis il y a des solutions qui émergent à travers les groupes intersectoriels, alors que si les fonds, ils passent par ces groupes-là, bien, on pense qu'il y a un meilleur effet sur les milieux. Comme il y a le fonds de centraide, évidemment, qui a aidé beaucoup, beaucoup. Aussi, il y avait certaines municipalités ou des MRC qui rendaient accessibles des fonds à travers des concertations comme ça d'urgence pour vraiment répondre aux besoins sur le terrain. Un autre volet il y a organiser la cellule de crise, puis aussi s'assurer qu'il y a un partage puis un accès d'informations. Ça a été, je l'ai mis là, plusieurs difficultés au niveau des communications. Ce qui revenait, entre autres, beaucoup, c'est que souvent les organismes, eux, ils ont un rôle de relayeur pour donner l'information aux citoyens. Puis là, ils n'étaient pas capables d'avoir l'accès à l'information. Ils étaient submergés de demandes d'informations par les citoyens. Puis les organismes plus de deuxième ligne, eux, ils noyaient les organismes de première ligne de plein d'informations. Donc, c'était pas canalisé. Et c'était pas vulgarisé, c'était pas simplifié. Fait que la surcharge d'informations, elle a été vraiment lourde à porter pour plusieurs. Donc, ce qui est proposé comme piste d'action, donc de prévoir ça dans une éventuelle crise, qu'il y ait un canal officiel unique pour éviter les doublons. Donc, au niveau local, ça dépendant de l'échelle du territoire, là, mais on sait qu'il y a une porte d'entrée puis qu'il y a un canal d'information qui est connu. Éviter de surcharger les organismes, ça c'est revenu souvent, comme je mentionnais. Donc, d'avoir à travers la cellule de crise ou le partage d'informations, c'est qu'est-ce qui est important, puis qu'est-ce qu'on doit transmettre, puis à qui, pour éviter que toute l'information soit dédoublée. Pour être capable de mieux rejoindre aussi les partenaires, c'est partager les listes de contacts pour être sûr que l'information se rende et en utilisant les réseaux de diffusion
Donc, les têtes de réseau que ça permet de diffuser de façon plus efficace et d'avoir des rencontres de partage d'informations. Il y a le talk show estrien qui était très populaire, là. Ceux qui n'étaient pas au courant, c'était des moments où est-ce qu'il y avait différents intervenants qui faisaient un état de situation de façon très générale, puis ils pouvaient avoir des questions, des échanges d'informations. Donc, c'était pas de lire des documents, mais c'était vraiment avec ceux qui avaient l'information partagée. Donc ça, c'est au niveau vraiment entre les acteurs et les actrices sur le terrain. Donc là, on a touché 2 volets d'un plan de gestion de crise, un plan territorial, donc la cellule de crise puis le partage d'informations. De ce qui vient d'être mentionné, qu'est-ce qui vous apparaît le plus important? Est-ce qu'il y en a qui manquent ou qu'est-ce qui devrait être ajouté? Puis si vous pensez, donc deux questions à différents niveaux, là, si vous vous projetez dans votre milieu, est-ce qu'il y a un pas à faire pour créer ce plan territorial-là ou déjà vous êtes capable de vous projeter dans le rétablissement? Alors, c'est une petite période sur ces 2 volets-là. C'est dans les défis qui est arrivé aussi, dans les enjeux, c'est connaître les besoins des populations les plus impactées. Il y avait plusieurs organismes ou organisations qui allaient chercher l'information, mais qui demandaient la même information aux mêmes personnes, aux mêmes organismes. Donc, il n'y avait pas une concertation ou une organisation collective là, pour connaître les besoins sur le terrain. Puis avoir une réponse aussi officielle là, pour les populations les plus à risque. Puis là, après ça, je vais faire ma présentation, puis ensuite José va pouvoir compléter avec un exemple concret de projet qui s'est déroulé. Puis là, je vais aller voir mes notes. Connaître les besoins des populations les plus impactées. Ce qui est revenu souvent, là, c'est de s'assurer qu'on puisse savoir c'est qui les organismes qui travaillent avec les citoyens qui vivent de près la crise et pour pouvoir répondre aux besoins des organismes en premier pour qu'eux puissent soutenir le milieu. Il y a la question de faire des sondages. Ça, il y en a plusieurs qui l'ont fait. Des sondages, c'est des sondages pour savoir les municipalités. La MRC en faisait au niveau de leur municipalité, les municipalités auprès des organismes, aussi auprès de la population. On voulait savoir c'est quoi les enjeux financiers que vivaient les organismes, les organisations, connaître c'est quoi les besoins des intervenants sur le terrain, connaître qu'est-ce qu'ils observent, eux, qu'est-ce qu'ils voient comme enjeu, comme ressources aussi, comme opportunité, c'est quoi les liens qui sont en train de se créer. Donc, c'était des sondages là, pour connaître, oui, les besoins de la population, mais surtout comment on peut s'organiser pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, c'était à différents types de sondages. Puis là, ce qui aurait manqué, c'est justement une concertation pour éviter de poser les mêmes questions aux mêmes personnes 3, 4 fois, là, il paraît. Puis qu'il y ait un partage ensuite des résultats pour s'assurer que tout le monde ait la même vision. Il y a aussi une collaboration entre les réseaux, parce que les réseaux ou les têtes de réseau là, qui regroupent un ensemble de partenaires, il y a une convergence d'informations qui se passe à ce niveau-là. Puis, avec les tables de concertation, il y a un accès sur le terrain aussi. Donc, de s'assurer qu'il y a une collaboration avec les tables et les concertations. C'était parfois oublié là, dans certains milieux. Puis avoir une réponse officielle pour les populations les plus à risque, c'est parce que finalement, comment que ça s'est passé? Dans certains cas, c'était des réponses ponctuelles par organisme ou petit regroupement. Donc, s'assurer que de pouvoir y répondre de façon plus précise. Il y a eu plusieurs initiatives là, qui ont été mises en place là, pour répondre. Il y a eu des chaînes d'appel téléphoniques, les paniers alimentaires, les trousses de réconfort avec plusieurs choses là, qui pouvaient apporter du soutien aux familles, plusieurs activités pour faire découvrir les quartiers, par exemple. Il y a eu beaucoup de bénévolat qui s'est mis en place aussi, qui a été organisé.
Puis d'un autre côté, ben il y avait plusieurs, les gens qui sont impactés par la COVID, mais c'est de tous acabits. Il y avait les personnes aînées qui étaient en détresse, les personnes en situation d'itinérance, les femmes, les enfants en situation de violence conjugale. Il y avait toute la question de la détresse psychologique. Donc, il y a plusieurs enjeux. Puis l'idée d'avoir une réponse officielle et structurée, ça fait que c'est pas chaque organisme là, qui se dépatouille pour aller répondre à ces besoins-là. Puis dans les solutions là, qui sont, c'est de les reconnaître. Donc, le partage d'informations à travers les sondages, tout ça, bien, ça permet d'avoir une meilleure connaissance de c'est quoi, sont où là, les trous de service, qu'est-ce qui manque réellement pour éviter d'avoir une réponse habituelle. Parce que là, c'est une crise, donc les clientèles, ils changent, les besoins ils changent, donc de pouvoir être vraiment arrimé avec les besoins sur le terrain. Il y a ça. Il y a le travail de proximité qui est ressorti vraiment comme super efficace. Même en période de confinement, il y avait des travailleurs de milieu qui allaient sur le terrain, ils allaient voir les gens. Donc ça l'aidait autant la population que la connaissance pour pouvoir aller capter les besoins. Justement, c'est revenu qu'il y a eu beaucoup de paniers alimentaires qui ont été faits parce que c'est un réflexe. Des organismes travaillent en sécurité alimentaire où c'est le besoin de base. Mais finalement, il n'y a pas eu, dans plusieurs MRC, ça a été organisé, mais il n'y a pas eu de besoin tant que ça au niveau des ressources alimentaires. Donc, c'est pour ça l'importance d'aller sur le terrain pour voir c'est quoi les réels besoins, pour travailler dans ce sens-là. Avoir un lieu d'accueil pour les citoyens dans le besoin, parce que là, tout était à distance, donc il n'y avait pas un endroit où est-ce que les gens pouvaient aller, d'en avoir un par municipalité. On pense, je m'inclus là-dedans, que ça peut pas être de trop en respectant les consignes sanitaires. Il y a aussi la question d'avoir la traduction des messages pour les populations allophones, ça a été nommé à plusieurs reprises, puis de parler aussi de nouvelles positives pour venir nuancer puis apporter un petit peu d'espoir. Donc ça, d'organiser ça de façon officielle. Ensuite, impliquer la population, c'est aussi un des éléments d'un plan territorial. Travailler avec les tables de quartier là, aussi qui sont là, c'est des citoyens souvent qui sont mobilisés. Donc, ça l'aide aussi à la résilience si les citoyens ils peuvent s'impliquer eux aussi. De pouvoir puis diffuser les initiatives aussi, puis les soutenir, pas juste, puis les soutenir concrètement à travers du financement, par exemple. Puis en faisant des campagnes de sociofinancement, ça permet aussi aux citoyens de s'impliquer. Ce qui était mentionné, c'est que tout le monde la vit, la crise, puis on cherche à avoir un pouvoir d'action. Fait que vraiment de le prévoir dans un plan de gestion de crise, le rôle de la population, mais c'est aidant au niveau du stress collectif. Alors voilà, c'était de façon très des résultats de l'étude. Maintenant, on va avoir des exemples concrets avec Josée de l'ISDC. Merci, Jessica. Bonjour, bonjour tout le monde. Donc, Josée Bélanger, coordonnatrice de l'ISDC, une initiative sherbrookoise en développement des communautés pour ceux qui ne nous connaissent pas. J'ai accepté humblement là, de faire l'exercice. Moi, je suis arrivée en poste en novembre, donc j'ai pas vécu toute la mise en place, si vous voulez, des cellules de crise. Là, je vais dire des cellules parce qu'à Sherbrooke, il y a eu différentes cellules qui se sont mises en place. Puis je pense que Marion Praderès est avec nous aujourd'hui. Donc, Marion, tu pourras peut-être compléter les exemples que je vais donner. En fait, c'est le travail au niveau des communautés s'est déroulé beaucoup autour de la cellule proximité qui a été mise en place. En fait, initialement, c'était, il y a les agents de l'ISDC qui sont là. Donc, quand je parle des agents de l'ISDC, c'est des agents de soutien aux tables de quartier et on a aussi des agents qui travaillent en rapprochement interculturel. On avait également les techniciens en loisirs de la ville de Sherbrooke et les organisateurs communautaires du CIUS.
Donc, à travers cette cellule-là, ben, c'était vraiment, on essayait de voir c'était quoi les impacts de la crise et d'essayer de voir comment on pouvait apporter des réponses, comment on pouvait soutenir les communautés à travers, donc, des actions collectives. Et cette cellule-là, elle a été très, très active, entre autres parce qu'on a vécu, il y a eu deux agrégats quand même assez importants à Sherbrooke. Il y a eu un agrégat à Fleurimont et dans le secteur Ascot. Et c'est sûr que dans un premier temps, pour rejoindre les personnes immigrantes, puis là, quand je dis personnes immigrantes, c'est pas un bloc monolithique, là, je devrais dire les personnes immigrantes vulnérables. Dans un premier temps, l'enjeu, c'était de leur transmettre l'information au niveau des mesures sanitaires en place, puis au niveau de la situation, là, en fait, qu'est-ce qu'on vivait collectivement actuellement. Nous, on est un peu dans un microcosme médiatique, hein, de façon générale, on écoute TVA, Radio-Canada, on est tous devant les conférences de presse de M. Legault, mais ça va peut-être pas de soi donc, pour disons, des personnes qui arrivent au pays, qui connaissent moins, disons, notre univers médiatique, là, si je peux dire. Fait que dans un premier temps, il y avait donc toute cette nécessité-là de faire connaître les mesures en place. Et dans un deuxième temps, mais quand il y a eu les agrégats, c'était vraiment de faire de la sensibilisation là, plus directe, là, si je peux dire. Moi, en fait, j'ai fait l'exercice avec les agents en rapprochement interculturel. Si vous permettez, je vais juste aller me chercher mon petit document. Et je leur ai demandé c'était quoi les principaux défis donc, pour rejoindre les personnes immigrantes plus vulnérables. Dans un premier temps, on a parlé de la barrière de la langue. Les personnes nouvellement arrivées, les personnes en processus de francisation, en processus d'alphabétisation. Il y a aussi une méconnaissance des services. Il y a une fracture numérique. Pour certains, là, ils n'ont pas accès à un service Internet où il y a une méconnaissance des outils informatiques. Puis, je parle des personnes immigrantes vulnérables, mais je pense que c'est valable aussi des fois pour les personnes aînées ou pour de différentes clientèles. Puis, c'était parfois difficile de connaître les besoins parce que les agents étaient moins sur le terrain. On s'est retrouvés cet automne, à un moment donné, avec des mesures sanitaires plus sévères. Donc, c'était plus difficile pour les agents là, d'avoir une bonne lecture des besoins. Puis aussi, l'autre défi, c'est qu'il y a une crise comme celle qu'on vit actuellement, mais ça peut faire ressurgir des traumatismes, entre autres chez les réfugiés puis les demandeurs d'asile. Fait on se demandait si on était en mesure d'offrir l'accompagnement approprié, là. Puis les solutions, en fait, qui ont été déployées sur le terrain, il y a eu, entre autres, la brigade des médecins stagiaires. Donc, c'est des étudiants en médecine de l'Université de Sherbrooke ou des médecins en résidence, là, je suis plus certaine exactement. Il y a vraiment une tournée qui se faisait, là, entre autres, dans les immeubles à logement. Les médecins allaient donc cogner aux portes, donnaient de l'information, s'informaient du bien-être des gens. Donc, ça, c'est une belle initiative, mais c'est très ponctuel, puis ça ne s'adressait pas spécifiquement aux personnes immigrantes non plus, là. Puis le travail de proximité, tu l'as nommé, Jessica, c'est quelque chose, ça reste quand même, je pense, un des meilleurs canaux de communication. On réussit vraiment à rejoindre les gens avec ça. C'est des gens qui sont sur le terrain, qui ont des liens de confiance avec les citoyens, avec les organismes qui peuvent favoriser le référencement. Les travailleurs de proximité, les agents de rapprochement interculturel, là, ça a été vraiment des clés de voûte, là, dans cette crise-là. La communication aussi avec des personnes leaders dans différentes communautés culturelles, les responsables des associations culturelles, des leaders aussi religieux. Donc, ça a été des personnes clés encore là pour relayer de l'information, pour s'adresser à des communautés. On parlait tantôt de Facebook pour les jeunes. En fait, je vous dirais que pour certaines personnes immigrantes, c'était pas le média le plus utilisé. On s'est rendu compte que WhatsApp, c'était un média qui était très utilisé par plusieurs communautés culturelles. Donc, pendant la crise, c'est un des outils là, qui a été utilisé.
des capsules vidéo en plusieurs langues, des affiches aussi en plusieurs langues qui étaient souvent installées là, dans les immeubles à logement. Ça, c'est une des initiatives qui a été mise en place aussi. On a fait appel à la Banque d'interprètes du service d'aide aux Néo-Canadiens là, pour mettre en place ces mesures-là. Il y a aussi, je vous parlais de fracture numérique un petit peu plus tôt. Il y a quand même des outils qui existent, il y a des formations qui existent. Donc, on a fait appel à des organismes qui ont fait, entre autres, ce qu'on appelle la formation PING, qui est un peu une formation d'initiation, si vous voulez, là, à l'informatique, là, à la navigation web. Donc, on s'est retourné aussi vers eux. Et il y a également au centre, il y a des agents de liaison santé et des agents de liaison petite enfance et scolaire. Donc, ça aussi, c'est des agents pivots très importants dans la communication. Puis enfin, on se disait que peut-être pour la prochaine année ou pour d'autres crises, là, ça serait intéressant de voir si on ne pourrait pas avoir accès à certaines données sur les personnes qui arrivent à Sherbrooke en temps réel, là, des données actualisées. La mise en place d'un réseau d'organismes d'immigration ou d'associations multiculturelles et monoculturelles, là. En fait, d'être mieux réseauté, là, vraiment au niveau immigration. Puis, au-delà de rejoindre les personnes vulnérables en période de crise, il faut aussi penser à se donner des moyens pour répondre aux besoins qui vont être nommés par ces personnes-là dans un deuxième temps. Alors, voilà, je vous ai balancé ça, là. Je sais que je vous ai donné beaucoup d'informations, mais Jessica, je t'ai envoyé le document qui résume un petit peu les réflexions que j'ai eues avec les agentes en rapprochement interculturel. Comme je dis, nous, c'est pas un projet, c'est plus, à travers cette crise-là, on s'est rendu compte que il y avait des populations immigrantes, des communautés qui étaient plus difficiles à rejoindre. Il y a un certain nombre d'outils, de mesures qui ont été mises en place, mais en temps normal, c'est un défi. Fait qu'en période de crise, c'est décuplé, là. Donc voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions, des commentaires. Oui, on va prendre les questions, les commentaires. Josée, ce que tu disais, le document, si tu veux le revoir pour être sûr, est-ce que je pourrais le partager au groupe après? Oui, certainement. C'est vraiment des notes, là, c'est des données brutes, là. Comme je dis, c'est vraiment à chaud, là. C'est les agents qui m'ont envoyé un petit peu leur réflexion. Fait que je ne sais pas, Marion, si elle est disponible et elle est en mesure de parler. Oui. Mon conjoint a pris le relais un peu, mais tu as fait un topo en nommant pas mal les principales initiatives. Là, je dirais, on a eu d'autres petites actions qui étaient plus de l'ordre de mettre un peu de choses qui donnent des options aux parents confinés. On a fait des actions auprès des jeunes, un petit peu de livrer des boîtes au trésor dans les quartiers. Ça, c'est peut-être une chose qui n'était pas mentionnée. Puis juste pour faire la distinction, parce que tu as parlé des médecins, des étudiants en médecine qui font du porte-à-porte. Ça, c'est juste préciser que ce n'était pas en première vague, c'est quelque chose qui est en cours. Puis dans le chat, je pense que c'est Nathalie, tu parlais des squads bienveillantes. C'est un peu deux initiatives qui sont inspirées l'une de l'autre, mais qui sont différentes. Les squads bienveillantes, c'est dans l'agrégat Fleurimont là, qu'on a commencé à mettre ça en place avec, dans le fond, j'ai une collègue organisatrice communautaire et moi qui avons, avec une agente de l'ISDC, puis des intervenants de milieu, là, on fait du porte-à-porte, mais plus dans une optique, voir, on va demander aux gens comment ils vont. Et c'est assez porteur à date. On est capable de vraiment déjà détecter des gens très éloignés des services qui c'est ça là, qui ont un grand besoin de parler, en fait. C'est beaucoup ça qui sont particulièrement isolés. Puis, ça initie des premiers contacts et on remet un petit mot sur le thème du bonheur et ça crée quelque chose aussi d'intéressant. Fait qu'on est beaucoup là-dedans, en fait.
on voit là en contexte de rétablissement, les choses qui sont gagnantes, c'est de donner des espaces d'expression pour que les gens puissent comprendre la situation qu'ils vivent, finalement leur laisser du pouvoir en fonction de ce qu'ils sont capables d'exprimer. Fait que là, ça donne plus de cohérence par rapport à ce qu'ils vivent. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que c'est particulièrement important en contexte de rétablissement de, bien sûr, avoir le souci de la réponse aux besoins de base, mais de mettre l'accent sur des éléments qui vont permettre aux gens de prendre conscience de ce qu'ils vivent, de l'exprimer, finalement de pouvoir reprendre du pouvoir d'agir sur la situation parce qu'ils ont mis des mots, parce qu'ils ont une meilleure conscience de ce qu'ils vivent. C'est un premier pas finalement pour être capable d'aller chercher des services au-delà de juste connaître les ressources. Là. Fait que c'est ça la trame de fond de mettre en place une escouade bienveillante. Puis là, c'est seulement dans Fleurimont pour l'instant, mais idéalement, ça pourrait se faire dans d'autres quartiers de Sherbrooke. Wow! Très inspirant. Hein? Je suis sûre que je ne suis pas la seule à avoir trouvé ça intéressant. Oui, je ne vois pas ton nom. David. David Talbot, c'est ça. Oui, je veux juste réagir dans le fond à la présentation de Josée. C'est sûr, mais aussi Marion. Moi, je suis travailleur de milieu dans le Val-Saint-François pour l'Office municipal d'habitation. Donc, c'est 390 logements HLM. Donc, c'est ça, depuis mars dernier, ça a été un peu ça de pallier. Ça ne s'est jamais vraiment arrêté, mais c'est tout une clientèle aînée que famille, que personne seule. Donc, ça a été vraiment, au début, tout le monde disait « Occupez-vous des aînés, il faut prendre soin des aînés ». Mais à un moment donné, on a réalisé que c'est aussi les familles, les personnes seules. Donc, il y a eu aussi des escouades bienveillantes, si on veut. Moi, ça a été des appels de bienveillance. À un moment donné, c'était que des appels au quotidien. Puis à un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce que vous avez de besoin? Les gens avaient besoin de voir physiquement, les personnes de me voir physiquement. Donc, ça a été de me déplacer directement, faire du porte-à-porte, carrément. Puis des fois, amener de la nourriture, des fois du papier de toilette pour faire un petit clin d'œil à Kevin. Puis, dans le fond, ça a été aussi des fois juste d'aller là, puis passer le temps un peu. Je restais dans le corridor, je parlais avec la personne, puis de cibler leurs besoins au moment où j'y allais. Puis ça a été aussi de mettre en place des spectacles qui ont été faits à l'extérieur où les gens pouvaient sortir sur leur balcon juste pour changer un petit peu, aider au niveau du moral. Puis l'enjeu que j'ai vécu, je l'aurais nommé peut-être plus tôt, mais c'est vraiment de travailler en partenariat avec le CIUS, les organismes communautaires. Étant justement, l'OMH, c'est régi par la SHQ, qui est la Société d'habitation du Québec. Donc, on avait tout le temps un peu pas des conflits de valeurs, mais moi, j'avais des directives au niveau des règles sanitaires, au niveau de comment gérer nos locataires. Puis les gens du CIUS avaient d'autres directives. Les organismes communautaires avaient des attentes envers moi. Fait que ça a été d'être un peu, des fois, de laisser des valeurs de côté ou de mettre peut-être des besoins de côté pour travailler en partenariat. Fait que, tu sais, l'enjeu, c'est beaucoup la communication là-dedans. Que les gens connaissent un peu c'est quoi notre plan de match, où je m'enligne, moi, exemple, comme organisme, puis après ça, comment les gens peuvent se greffer à ça. Fait que, tu sais, c'est nous, ce qui a été bien, c'est qu'il y avait une équipe de désinfection à l'OMH pour les immeubles. Il y avait aussi une équipe d'intervention qui était moi. Puis il y avait quelqu'un aussi qui gérait les appels et la direction qui gérait un peu les nouvelles mesures qui changeaient à chaque semaine. Fait que ça, à un moment donné, je pense que tout le monde l'a vécu. Donc, ça a été un peu ça, mais dans les solutions, c'est vraiment, à un moment donné, de les consulter parce qu'effectivement, à un moment donné, tout le monde donnait de la bouffe. Les organismes communautaires, c'était « go, on fait des paniers de nourriture ». Mais finalement, ce n'est pas ça qu'il y avait besoin. Il y avait besoin qu'on fasse des activités puis de garder un 2 mètres de distance. Il y avait besoin juste de sortir de chez eux un peu et de respirer l'air, mais non qu'on aille porter une boîte de bouffe. Fait que c'est ça, c'est ça un peu que le constat que je fais actuellement. Fait que c'est intéressant de voir aussi que ça s'est passé des fois de façon similaire comme à Sherbrooke. Puis des fois, c'est ça qui va être intéressant de partager un peu ça, cette expertise-là pour justement améliorer notre capacité de gestion de la prochaine crise. Donc, c'est un peu ça. Merci. Merci. Merci beaucoup, David. Il y a une question. C'est quoi ton titre? C'est une bonne question parce qu'en fait, je suis en poste depuis un peu plus d'1 an. Au départ, c'était travailleur de proximité qui était utilisé dans le Val-Saint-François.
Mais là, c'est travailleur de milieu Okay. qu'on m'a donné comme titre, mais en soi, c'est travailleur de proximité, ce serait ça le titre. Il y a des gens qui disent intervenant social. OK, tu travailles pour l'OMH. Peu importe pour le titre, l'OMH c'est uniquement, tellement c'est important, là, mais tu travailles pour l'OMH de Valcourt. Oui, exactement. Pour l'OMH du Val-Saint-François. Dans le fond, avant, il y avait comme plusieurs offices d'habitation. Dans chaque municipalité, Richemont avait son office d'habitation avec un bureau. Windsor aussi avait son bureau. Ils ont fusionné il y a un peu plus d'1 an. Donc, c'est devenu l'Office municipal d'habitation du Val-Saint-François. Mais je m'occupe de Windsor, Richemont, Saint-Denis, Stoke et Valcourt. Merci. Ben, ça fait plaisir. Merci. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant, les différentes choses que tu as nommées. Il ne nous reste plus grand temps, mais j'ai quand même envie de vous demander, parce que tu as dit, comme travailleur sur le terrain, tu recevais des directives différentes, tu sais, de la santé publique, des organismes communautaires, puis de l'employeur. Bien, j'ai envie de lancer la question à d'autres. Est-ce que vous avez vécu ça aussi, un peu d'être coincé, de ne pas pouvoir aider les personnes parce que les consignes étaient contradictoires ou pas tant, peut-être? Ou David, est-ce que tu voulais rajouter là-dessus? Non, mais dans le fond, ce qui est intéressant, c'est que les gens avaient des services au travers de ça. Souvent, c'était ça. Un intervenant du CIUS arrivait dans un de nos logements, puis finalement, il n'y avait pas nécessairement les mêmes consignes que moi. Puis les organismes communautaires non plus n'avaient pas les mêmes consignes. Fait que ça a demandé de l'ajustement, mais ça a par contre démontré qu'il y avait du soutien. Il y avait vraiment une concertation quand même. À la fin, on arrivait à un consensus dans ça, là. Mais c'est vraiment la communication. C'est souvent ça l'enjeu. La communication puis la façon de communiquer nos informations. Mais somme toute, ça a été bénéfique pour les usagers, si je peux le dire comme ça, ou les gens qui habitent dans nos logements, là, parce qu'il y avait des services, mais c'est ça, c'était de se réajuster, là. Par contre, on ne peut rien faire avec les consignes qui sont données au CIUS, puis les consignes qui sont données par la SHQ. Des fois, c'est des choses différentes, là. Fait qu'on c'est le lâcher-prise qu'on apprend dans ces crises-là aussi, de lâcher prise sur certaines choses, prioriser ce qui est le plus important, dans le fond. Tout à fait. Merci. Moi, j'avais une activité de partage, mais je vous lance la question, puis vous verrez si vous pouvez répondre dans le chat, là. Est-ce qu'il y a des choses par rapport à s'organiser collectivement là, pour répondre aux enjeux des populations les plus vulnérables? Est-ce qu'il y a des choses là, qui sont absentes dans votre milieu, puis vous aimeriez que ça soit mis en place? Josée doit quitter, mais merci beaucoup de ton temps, de la présentation. Ça a été très, très, très apprécié. Fait que je vais vous présenter rapidement les prochaines étapes. C'est que le prochain webinaire là, qui est le 11 mars, donc dans un mois, 13h30 peut-être jusqu'à 15h30. Aussi, on va aller pour faire une rencontre. On va faire le projet avec Brome-Missisquoi puis la Haute-Yamaska, donc le projet d'études aussi, faire des portraits territoriaux par MRC. Si vous, Stéphanie, j'ai l'impression que tu vas en faire partie. Puis on va diffuser l'information aussi. Le recueil des bonnes pratiques qui est en démarrage là, bientôt pour pouvoir documenter. Puis là, des choses que vous avez nommées aujourd'hui vont peut-être en faire partie. Ça se peut que je vous relance pour qu'on détaille un petit peu plus vos bons coups. Puis il y a une formation qui va s'en venir avec un balado sur la résilience collective en Estrie. Alors voilà, ça fait le tour. Le réseau des éclaireurs, ça c'est une vidéo d'une dizaine de minutes qui présente cette initiative-là qui est en train de se mettre en place. Vous allez voir avec Mélissa Généreux, super intéressant, puis qui parle de l'importance du travail de proximité, justement. Puis j'en dis pas plus pour l'instant, vous allez en entendre parler prochainement, mais je vous invite à regarder cette vidéo-là. Fait qu'on vous a mis plusieurs liens. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié, que ça vous a été utile. Je vous remercie, je vous souhaite un bel après-midi, puis je vous dis à la prochaine.